acadienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce débat électoral des candidats dans la circonscription d'Acadie-Bathurst, présenté sur les ondes de TV Rogers et également CCNB Radio. Mon nom est Mathieu Friolet. Je suis enseignant au programme de communication médiatique qui est offert au CCNB campus de la péninsule acadienne. D'ailleurs, si vous voulez prendre ma place, vous pouvez vous inscrire à mon programme qui est offert en septembre 2022 au CCNB campus de la péninsule acadienne. Un programme très intéressant. Et d'ailleurs, ce soir, on a une émission très intéressante à vous proposer. C'est un débat des candidats dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette circonscription d'Acadie-Bathurst? On vous propose un petit historique. Alors, je vous propose cet historique avec Jean-Guy Landry qui va nous décrire un peu cette circonscription. Merci Mathieu. Et bien, comme présentation de la circonscription électorale d'Acadie-Bathurst, elle a été créée en 1867. Donc l'année de la Confédération canadienne. Elle était connue auparavant sous le nom de Gloucester. On y fait encore parfois référence, d'ailleurs, à ce nom de Gloucester. La superficie est de 5 183 km². Elle dessert une population de 77 791 résidents, selon les derniers chiffres du référendum de 2016, pour un nombre total d'électeurs, donc ceux qui sont en âge de voter, ceux et celles, bien évidemment, 66 718, donc selon les derniers chiffres de 2019. Et la densité de la circonscription d'Acadie-Bathurst est de 15,01 habitants par kilomètre carré, toujours selon les chiffres les plus récents de 2016. 1867, donc, c'est l'une des 15 circonscriptions originelles créées à l'origine, donc à la Confédération canadienne. La circonscription est en fait la plus francophone au Canada, à l'extérieur de la province du Québec. Et la population anglophone qui se concentre principalement dans le centre de Bathurst. On peut voir aussi les municipalités limitrophes qui sont un peu plus anglophones. On parle de Janeville, de Stonehaven, de Clifton également, Pookshaw, entre autres. Donc l'anglais, si on revient à Bathurst, c'est la langue maternelle de 49 % des résidents. Le mandarin et le vietnamien sont en 3e et 4e position du côté des langues que l'on parle dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Depuis 1867, des statistiques intéressantes, la circonscription, les électeurs et électrices ont fait élire 10 députés libéraux, 4 députés conservateurs et également un député pour le parti NPD. La circonscription d'Acadie-Bathurst, elle est donc composée de plusieurs municipalités. On peut voir évidemment que la péninsule acadienne en fait partie, la région Chaleur également une grande partie. Alors, qu'est-ce que ça comprend, la description des limites du comté de Gloucester à l'origine, qui, depuis 1990, est maintenant appelé Acadie-Bathurst. Donc, la partie du comté du Restigouche située au nord et à l'est d'une ligne décrite comme suit. Alors, ça commence à l'intersection la plus au sud de la limite est du comté du Restigouche et de la limite de la zone naturelle protégée de la gorge de Jacket River, ou en français la rivière Jacket, et de là généralement vers le sud-ouest et généralement vers le nord-ouest. Ça suit la limite de la dite zone naturelle protégée jusqu'à la limite sud du village de Belle-Dune. De là vers le nord-ouest, généralement vers le nord-est et l'est suivant la limite du dit village jusqu'à la limite est du comté de Restigouche. Voilà pour les limites. Ceux qui ont été élus au courant des dernières années dans la circonscription d'Acadie-Bathurst, Roger Clinch, vous vous rappelez peut-être de ce député, il a été élu le 4 septembre 1984. Il était directeur d'école, M. Clinch, et il représentait le Parti progressiste conservateur. 4 ans plus tard, c'est au tour de Doug Young d'être élu dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Profession originelle, il était avocat et il représentait le Parti libéral.
Donc, il a été élu pour la première fois en 1988. Il a eu quelques mandats jusqu'en 1997, d'ailleurs, alors que Yvon Godin a été élu. Il était membre du Nouveau Parti démocratique, du NPD, et il était syndicaliste, Yvon Godin. Il a été donc le député de la circonscription d'Acadie-Bathurst jusqu'en 2015. Quelques statistiques maintenant pour les votes dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. En 2008, vous pouvez voir les chiffres à l'écran. Alors, c'était Yvon Godin qui avait obtenu le plus grand nombre de voix, avec un peu plus de 57 %. En deuxième place, Odette Robichaud du Parti libéral avec 21,92 % des voix. Et suivent dans l'ordre Jean-Guy Dubé du Parti conservateur et Michel Aubin qui représentait le Parti vert à l'époque. Donc voilà pour les statistiques de 2008. Si on avance de 3 ans maintenant, en 2011, victoire donc à cette élection d'Yvon Godin du Parti NPD avec près de 70 % des suffrages. En deuxième place, Louis Robichaud du Parti conservateur avec un peu plus de 16 % des voix. Et Jean-Marie Gionnet fermait la marche du côté du Parti libéral avec un peu plus de 14 %. 4 ans plus tard, en 2015, Serge Cormier du Parti libéral remportait avec 50,71 % des votes. En deuxième place de cette élection, Jason Godin, qui a déjà été maire de la municipalité de Maisonnette, on s'en rappellera. Donc, Jason Godin qui s'était présenté du côté du NPD en 2015. Il était arrivé deuxième avec près de 40 % des votes. Par la suite, Riva Giroir-Riordan du Parti conservateur avec un peu plus de 7 % et Dominique Brault du côté du Parti vert avec un peu plus de 2 % des voix. C'était pour l'élection de 2015. Et la plus récente, avant celle-ci, évidemment, en 2019, 2 ans passés, donc Serge Cormier du Parti libéral avait été réélu avec 55 % des voix. Par la suite, en deuxième place, Martine Savoie du Parti conservateur avec 21 %. Daniel Thériault, le représentant NPD, un peu plus de 14 % et Robert Schizo du Parti vert avec près de 9 % des voix. Alors voilà, c'était la présentation de la circonscription électorale et quelques statistiques pour Acadie-Bathurst. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour la présentation de cette circonscription d'Acadie-Bathurst, des détails et des anecdotes assez intéressantes. Pour cette élection 2021, cette élection fédérale, il y a 6 candidats en lice pour la circonscription d'Acadie-Bathurst. 2 des candidats ont accepté de participer au débat de ce soir. On les remercie. Mais on aimerait tout d'abord vous présenter les plateformes des différents partis qui sont en liste présentement dans la circonscription. Alors, Jean-Guy Landry va nous présenter les différents candidats dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Merci beaucoup, Mathieu. Toute une variété de partis ici dans la circonscription d'Acadie-Bathurst et un peu partout au Canada pour cette élection fédérale 2021. Commençons avec le Parti libre du Canada. Donc, parmi leurs éléments de leur plateforme, entre autres, rétablir un niveau de climat social sain, harmonisé et équilibré dans le respect de toute vie. Aider les Canadiens et Canadiennes à devenir des êtres souverains, libres et autonomes. Également, on veut favoriser le développement des énergies renouvelables. Donc, on est conscient de l'environnement du côté du Parti libre du Canada. On veut aussi rendre l'éducation gratuite pour tous et pour toutes et également donner l'accès à ce qui est essentiel à la vie à tous les Canadiens et Canadiennes. Donc, c'est un aperçu de la plateforme électorale du Parti libre du Canada
qui, au pays, présente 59 candidats, dont 3 ici au Nouveau-Brunswick, dans la circonscription d'Acadie-Bathurst, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, mais également dans les circonscriptions de Beauséjour et de Madawaska-Restigouche. Et pour la circonscription d'Acadie-Bathurst, Richer-Doiron représente le Parti libre du Canada. Vous voyez d'ailleurs ses coordonnées à l'écran. Passons maintenant au Parti libéral du Canada. Quels sont les différents éléments de leur plateforme électorale? Alors, on promet des logements pour la classe moyenne et aussi on veut mettre un terme à la spéculation. Service de garde à 10 $ par jour, c'est un enjeu. D'ailleurs, on en a entendu quand même pas mal parler au courant de la campagne électorale. Lutte contre les changements climatiques, réconciliation avec les peuples autochtones. Ça aussi, c'était un enjeu quand même majeur de la plateforme libérale et également lutter contre le racisme systémique. Donc, des dossiers quand même assez chauds. Vous en avez parlé au courant des dernières années. Si vous avez suivi, évidemment, l'actualité de près ou de loin. Le Parti libéral du Canada présente des candidats dans toutes les circonscriptions du pays. C'est quand même une des bases du Canada parce qu'il a été fondé en 1867, l'année de la Confédération canadienne. Et statistiquement parlant, le Parti libéral a gouverné le pays pendant près de 69 ans. Qui représente le Parti libéral du Canada dans la circonscription d'Acadie-Bathurst? Il s'agit de Serge Cormier, le député sortant, dont vous voyez les coordonnées à l'écran. Maintenant, en ce qui concerne le Parti conservateur du Canada, quelques éléments de leur plateforme: récupérer le million d'emplois perdus pendant la pandémie en 1 an, équilibrer le budget au cours de la prochaine décennie, adopter une nouvelle loi anti-corruption. Et également, du côté du Parti conservateur, on veut créer une réserve stratégique de produits essentiels et renforcer la capacité de fabriquer des vaccins au Canada. Quand même un enjeu d'actualité. Le Parti conservateur du Canada présente des candidats dans 337 des 338 circonscriptions au pays. Et un peu d'histoire, le Parti conservateur tel qu'on le connaît maintenant, il a été issu de la fusion en 2003 de l'Alliance canadienne et du Parti progressiste conservateur du Canada. Le parti à l'origine qui a été fondé en 1854, un parti qui a de l'histoire. 14 premiers ministres du Canada furent des conservateurs. Ils ont dirigé le pays pendant plus de 60 ans. Depuis 1867, qui se représente pour le Parti conservateur du Canada, qui va représenter le parti. Donc, pour la circonscription d'Acadie-Bathurst, il s'agit de Jean-Paul Lanteigne. Ses coordonnées sont affichées à l'écran. Le nouveau Parti démocratique, quelques éléments de leur campagne électorale: rendre la vie plus abordable pour vous et votre famille, bâtir une économie qui fonctionne mieux pour plus de gens, investir dans les infrastructures, soutenir l'art et la culture, et également, on veut, du côté du NPD, construire un avenir où le racisme, la discrimination, l'homophobie et la transphobie n'ont pas leur place. Le Parti néo-démocrate présente des candidats dans toutes les circonscriptions au pays, donc 338, fondé en 1961 par le Parti social-démocratique et le Congrès du travail du Canada. Le NPD est le plus à gauche des grands partis fédéraux du Canada. Et d'ailleurs, on se souvient de la vague orange en 2011 sous la barre de Jack Layton, le bon Jack, comme on l'appelait. Alors, le NPD a formé l'opposition officielle entre 2011 et 2015. Yvon Godin a été député d'Acadie-Bathurst. Il a représenté la circonscription pendant 17 ans. Et la candidate du nouveau Parti démocratique pour Acadie-Bathurst, il s'agit de Mélissa Hébert, dont vous voyez les coordonnées à l'écran.
Maintenant, le Parti vert du Canada, évidemment, a l'environnement à cœur, donc quelques éléments de leur programme, attaquer la crise climatique et aussi bâtir une économie prospère et durable pour le Canada. On veut aussi renforcer la réglementation pour freiner les investissements étrangers et on veut mettre fin aux pratiques de prédation plutôt dans l'immobilier résidentiel. Mettre en place un programme complet et équitable de revenus de subsistance garantis et fournir un financement durable aux centres de guérison autochtones. Alors, on peut voir que les différentes plateformes commencent à accorder plus d'importance aux questions autochtones. La première participation électorale du parti remonte à 1984 du côté du Parti vert. La première députée verte élue a été la chef Elizabeth May en 2011. En 2019, le parti a fait élire 3 députés, dont une au Nouveau-Brunswick. Et Annamie Paul est la chef du parti depuis 2020. Qui se présente sous la bannière du Parti vert du Canada. Il s'agit de Rachel Johns pour la circonscription d'Acadie-Bathurst. Et le Parti populaire du Canada, le parti dirigé par Maxime Bernier. Alors, on veut éliminer les barrières au commerce interprovincial. On veut remplacer la loi sur les armes à feu et la réglementation qui s'y rapporte par une nouvelle loi. On veut s'opposer à la vaccination obligatoire aux passeports vaccinaux et à d'autres mesures sanitaires. C'est un élément qui fait beaucoup jaser, et pas seulement pendant la campagne électorale. Et également, on veut abolir la taxe sur le carbone. Alors, ce sont quelques éléments de la campagne du Parti populaire du Canada. On le disait tantôt, un parti quand même assez récent. Il a été fondé en 2018 par Maxime Bernier, originaire de la Beauce, peu après son départ du Parti conservateur du Canada. Et le parti présente 312 candidats pour l'élection de 2021. Alors, quelques circonscriptions là, au Nouveau-Brunswick ont des candidats et des candidates pour le Parti populaire du Canada, qui, en passant, a reçu 300 000 votes et un peu plus de 1,6 % des voix au niveau national lors de la dernière élection en 2019. Et comme vous avez peut-être vu dans les nouvelles, le parti a été très critique de la gestion de la pandémie. Qui se présente pour le Parti populaire du Canada dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Il s'agit de Kenneth Edward Langford. Et voilà, vous connaissez maintenant un peu plus sur l'histoire et les candidats des différents partis politiques de cette élection fédérale 2021. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour cette présentation. On va maintenant procéder avec la partie débat de notre émission. On a plusieurs thématiques qu'on va aborder au cours de cette émission. On va parler, entre autres, d'emploi. Évidemment, on va parler de logement, on va parler d'économie, des pêches, des infrastructures, plusieurs sujets qui retiennent l'actualité au cours des dernières semaines lors de cette élection fédérale. Mais tout d'abord, on va vous présenter nos 2 candidats qui se présentent à ce débat électoral ce soir. On apprécie vraiment votre présence ici ce soir, messieurs. Merci d'avoir participé à ce processus électoral. Les débats, ça fait partie d'une élection, d'être capable d'échanger ensemble les différents points de vue, toujours dans le respect, évidemment, des opinions des autres. Alors, je vous remercie énormément de bien vouloir participer à ce processus. Je vais demander tout d'abord à nos candidats de se présenter et de nous dire pourquoi ils ont décidé de se présenter à cette élection. Alors, je vais débuter avec M. Richer Doiron. Il se présente pour le Parti libre Canada. Alors, M. Doiron, je vous invite à faire votre mot d'ouverture. OK, merci. Tout d'abord, avant de commencer, je vais m'excuser d'avance des erreurs que je peux faire. J'aimerais demander à votre indulgence en comprenant que c'est la première fois que je me présente. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de politique. Je n'ai jamais été politisé. Au départ, je n'avais pas l'intention de me présenter aux élections. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Dans le fond, c'est surtout un cri du cœur que le Parti libre veut lancer.
par rapport à justement tout ce qu'on voit au niveau de la société en général. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est en jeu. Donc, c'est la raison majeure pourquoi est-ce que j'ai accepté de me présenter au sein de ce parti-là, que vous allez pouvoir plus découvrir là, au long du débat. Premier débat en ce qui te concerne, Richer? Oui, en plus, premier débat. Oui. Premier débat, pas trop nerveux? On va boire de l'eau, puis... On a de l'eau, on a suffisamment d'eau, on a des pitchers, comme on dit. Quelqu'un qui est un peu plus habitué au débat, je le sais, ça c'est Serge Cormier quand même. Serge Cormier, tu n'es pas à ton premier débat, ta première élection non plus. Alors, premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? Tu es quand même le député sortant d'Acadie Bathurst et nous dire pourquoi tu es là cette année. Bonsoir tout le monde et merci Mathieu et merci au CCNB de nous accueillir ici et à TV Rogers pour l'organisation de ce débat. Écoutez, vous savez, la dernière année qu'on a passée a été une année sans précédent, une crise sanitaire que nous avons vécue tous ensemble, tous les Canadiens et Canadiennes et ici aussi les gens d'Acadie Bathurst. Le but de notre gouvernement, c'était de vous aider à passer en travers de cette crise le mieux possible, vous soutenir avec différents programmes, vous soutenir aussi avec différentes aides au niveau des familles, des aînés, des entreprises, et je pense qu'on a fait du meilleur qu'on a pu. Est-ce que c'était parfait? Non, mais encore une fois, on voulait passer le plus rapidement possible au travers de cette crise. Il y a aussi un après-crise, il y a aussi la relance qui s'en vient, et moi ce soir, ce que je veux vous dire aussi, c'est comment on va faire pour relancer cette économie au Canada et dans Acadie Bathurst. Depuis mon élection en 2015, on a fait beaucoup ensemble dans la circonscription. On a fait des investissements majeurs, des programmes sociaux pour nos familles, encore une fois pour nos aînés, qui ont vraiment remis la circonscription d'Acadie Bathurst à l'avant-plan. Et moi, c'est ce que je m'engage de faire pour vous. Et vous verrez ce soir que le Parti libéral est le parti pour l'avenir de cette circonscription et du pays. Merci. Merci beaucoup, Serge, pour ce mot d'introduction. On a évidemment choisi l'ordre des présentations des candidats. On va y aller évidemment par alternance de départ tout au cours de ce débat. Premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, on parle d'emploi. L'emploi, c'est important, hein, c'est le moteur économique d'une région. Autant on parlait à un certain moment de création d'emplois, autant aujourd'hui on parle de manque de main-d'œuvre pour plusieurs entreprises. On voit certaines entreprises qui doivent fermer des fois certaines journées de la semaine parce qu'ils sont en manque de main-d'œuvre. Certaines entreprises ferment carrément parce qu'on n'est pas en mesure de trouver de la main-d'œuvre. Plusieurs facteurs pourraient affecter le manque d'emploi. Certains disent, par exemple, que le vieillissement de la population pourrait être un facteur. D'autres accusent la PCRE de peut-être s'allonger un peu trop longtemps. J'aimerais vous entendre au sujet de l'emploi là-dessus. Monsieur Cormier. Écoutez, encore une fois, depuis 2015, je pense que les gens ont vu tous les investissements qu'on a faits dans la région au niveau des infrastructures, des programmes sociaux qu'on a mis en place. Ça a créé énormément d'emplois dans la circonscription d'Acadie Bathurst. On sait qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre était là avant la pandémie. Le manque de main-d'œuvre était là même avant mon élection. C'est un problème qu'il faut se pencher très sérieusement dessus, mais de blâmer les programmes fédéraux durant la pandémie, c'est passer à côté du problème. Encore une fois, si vous regardez les différentes études, justement, le vieillissement de la population est un facteur majeur. L'exode de nos jeunes, aussi l'exode de nos familles vers d'autres régions est un problème majeur. Différents programmes, comme peut-être comme l'assurance emploi ou autre, peuvent avoir un effet sur ce manque de main-d'œuvre, mais encore une fois, la solution doit être avantageuse pour les employeurs et les employés et faire en sorte qu'on peut combler ce besoin de main-d'œuvre parce que sans cette main-d'œuvre qualifiée-là, de nos entreprises, ça va être très difficile d'avoir une économie qui va être qui va prospérer. Et nous, on s'engage, le Parti libéral, à faire en sorte de trouver des incitatifs financiers pour justement permettre aux entreprises d'engager plus d'employés, mais de régler une fois pour toutes ce problème de main-d'œuvre dans notre région. Merci beaucoup. Monsieur Doiron, vous, au niveau de l'emploi, le Parti libre Canada, comment vous voyez ça? Bien, premièrement, au niveau du Parti libre Canada, on peut avoir des opinions qui peuvent nous appartenir. Moi, personnellement, je dirais qu'au niveau de l'emploi, je pense que à peu près comme dans tous les sujets aussi, ça va être d'aller consulter la population. C'est une chose qui n'a jamais été faite au niveau de tous les partis politiques. La politique, comment est-ce qu'elle est faite? C'est qu'elle a une ligne directrice. Le parti
va monter sur pied des programmes et va s'arranger pour toujours suivre ce programme-là à la lettre. Si, exemple, au niveau de la population, il y a des choses qui viennent influencer et puis que finalement le programme vient nuire à la population, bien, le parti politique ne se remet pas en question et continue quand même dans sa ligne directrice parce qu'il y a trop de personnes en jeu, parce qu'il y a en tout cas trop de choses qui peuvent venir influencer. Alors qu'il me semble que ce serait si simple d'aller consulter directement la population, d'aller consulter les employeurs, d'aller consulter les employés et de voir c'est quoi les réels problèmes afin de trouver des réelles solutions. Merci beaucoup. Maintenant, j'ouvre le débat à deux. Vous pouvez jaser ensemble un peu au niveau de l'emploi, vos différentes versions. Écoutez, Monsieur Doiron, je vous remercie d'être ici ce soir. Écoutez, aujourd'hui, on est deux ici. Il y a d'autres partis à la Chambre des communes d'Ottawa qui n'ont même pas ici, qui n'ont même pas daigné accepter l'invitation. Je parle du Parti conservateur, du Parti NPD et du Parti vert. Comment voulez-vous que ces partis-là prennent la circonscription en cœur s'ils ne sont même pas ici? Mais pour venir au sujet de l'emploi, moi, je parcours la circonscription depuis 2015 en tant que député, mais même avant ça, dans mes autres travails que j'ai eus. La consultation que vous dites, M. Doiron, elle se fait sur une base régulière. On a des problèmes au défi de la main-d'œuvre, on a des problèmes au niveau de certains programmes qu'il faut moderniser. Par exemple, on parle de l'assurance-emploi. Énormément d'investissements qu'on a fait depuis 2015 à ce niveau-là. On a bonifié les programmes, on a fait en sorte que les gens dans nos industries saisonnières peuvent se qualifier à ces programmes-là, mais on sait encore une fois que nos entreprises ont un besoin criant de main-d'œuvre. Et pour ça, il faut justement faire en sorte que les bonnes conditions sont réunies, que les entreprises, oui, payent bien leurs employés, que les entreprises aussi offrent des bonnes conditions de travail, mais on doit aussi faire en sorte que les personnes qui sont sur l'assurance-emploi, par exemple, pour ces différents programmes, peuvent peut-être aller aider ces entreprises-là et on offre des programmes pour bonifier cette aide à la recherche d'employés-là. Et c'est ce que je m'engage à faire. Il faut régler ce problème-là une fois pour toutes. Monsieur Doiron, au niveau du Parti libre, est-ce que vous avez des politiques au niveau de l'emploi pour soit amener de la main-d'œuvre? Quelle est votre vision là-dessus? C'est sûr qu'au départ, quand on regarde dans la circonscription de Acadie Bathurst, puis c'est pas mal général au niveau du Nouveau-Brunswick, on voit que c'est commun pour les Néo-Brunswickois qu'à partir du moment qu'ils ont leur diplôme d'études secondaires, de tout simplement quitter la province pour aller en exode au Québec, en Ontario, aux États-Unis, etc. Donc, effectivement, de trouver des moyens pour justement apporter des solutions avec des emplois qui sont mieux rémunérés, avec des perspectives d'avenir qui sont plus intéressantes, de façon à pouvoir justement maintenir la population au sein de leur, dans le fond, de leur patrimoine. C'est une culture quand même, l'Acadie. Mm-hmm. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir abordé le thème de l'emploi. C'est un peu lié à l'emploi, le prochain thème. Je veux parler des travailleurs étrangers. Évidemment, ça concerne énormément le gouvernement fédéral, les travailleurs étrangers, parce que, tout d'abord, ils doivent avoir une permission pour venir ici. Plusieurs entreprises, qu'on pense aux usines de poissons, ou même certains commerces, font appel à ce genre de travailleurs pour pallier au manque de travailleurs présentement. Mais c'est souvent compliqué. C'est le mot que les employeurs nous disent, c'est compliqué. Il y a la règle qui impose un seul employeur. Des fois, on pourrait peut-être avoir une même personne qui pourrait occuper des emplois à différents endroits. Qu'est-ce que vous comptez faire pour un peu simplifier la vie des employeurs là-dedans? Je débuterai avec M. Doiron. Bien, je pense qu'encore une fois, ça va être la même chose. Je pense que les personnes les mieux placées pour apporter des solutions, c'est ceux qui vivent le problème. Donc, à partir du moment qu'on vit une problématique, c'est tout à fait normal pour un être humain de chercher des solutions. Je pense que le gros problème au niveau de la politique, c'est justement que ces personnes-là ne se sentent pas écoutées. Donc, nous, au sein du Parti Libre Canada, qu'est-ce qu'on veut, c'est vous écouter, parce que je suis convaincu que vous avez des vraies solutions à apporter, et puis c'est en discutant ensemble qu'on va être capable de mettre en place des programmes et de vraies solutions. Merci beaucoup. Monsieur Cormier. Comme vous le savez, j'ai été secrétaire parlementaire à l'immigration pendant presque 1 an et demi. Je connais très bien les programmes au niveau de l'immigration et je suis d'accord avec les employeurs qui disent, et même les personnes qui veulent immigrer au Canada, que ça peut être compliqué, le processus d'immigration. Mais l'immigration est notre porte de sortie pour nos régions. On l'a dit tantôt au niveau du manque de main-d'œuvre, la population est vieillissante. On se doit de trouver des solutions pour attirer plus de gens dans nos régions et l'immigration fait partie de cela. On a mis le projet pilote de l'Atlantique, par exemple, en place qui facilite le processus d'avoir plus d'immigrants qui peuvent venir au Canada avec leur famille aussi
pour combler ces besoins de main-d'œuvre, que ce soit dans nos usines de poissons, que ce soit dans d'autres domaines, parce qu'on n'a pas seulement un besoin de main-d'œuvre dans nos industries saisonnières, on a un besoin de main-d'œuvre dans tous les secteurs de notre économie. Et oui, de faciliter ces programmes d'immigration-là va faire en sorte d'attirer plus de gens dans la région et on se fait un devoir justement de faciliter cette avenue pour les employeurs qui veulent justement attirer plus de main-d'œuvre. Vous pouvez maintenant discuter ensemble sur ces travailleurs étrangers-là. Bien, écoutez, comme je l'ai dit tantôt, la population vieillit. On a tendance à blâmer certains programmes fédéraux qui ont été mis en place durant la pandémie. Ce sont des programmes qui sont temporaires, ce sont des programmes qui vont se terminer. Et on aura encore le problème de manque de main-d'œuvre parce que justement, encore une fois, pour ne pas me répéter, notre population vieillit, nos personnes s'exodent. Nos entreprises ont besoin de ce petit coup de main-là additionnel, mais on a des gens déjà dans la région qui peuvent peut-être combler un certain point en allant faire peut-être quelques heures dans une épicerie, quelques heures dans une quincaillerie pour aider nos entreprises à rester en affaires. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le répète, je ne vais pas rester ma région mourir à petit feu. Il faut trouver des solutions et souvent les solutions sont ici, dans nos communautés, entre les différents groupes et on peut les régler ensemble. Monsieur Doiron, est-ce que vous pensez que les travailleurs étrangers seraient la solution pour aider? Bien, moi, je pense que ça peut faire partie de la solution. Est-ce que ce serait la seule solution de mettre toutes nos, comme on dirait, mettre tous nos œufs dans le même panier? Je ne serais pas prête à prendre cette avenue-là, mais sans fermer la porte à l'immigration, effectivement, je suis tout à fait d'accord de dire que justement, de trouver des programmes, peut-être inciter la jeunesse un peu plus à avoir des emplois à temps partiel, des choses de même, parce que comme moi, j'ai mon garçon qui, dans le fond, se cherche un emploi. Et dans le fond, il y a certaines contraintes que des fois, au niveau de la langue, au niveau du bilinguisme, fait que, il y a vraiment des solutions qu'on peut amener, des fois plus d'ouverture, comme justement, hier, j'étais à la place Bathurst Mall pour la première édition du Salon de l'emploi 2021. Et ça, c'est une initiative que je trouve absolument extraordinaire, où c'est que justement, là, les employeurs sont en mesure de venir dire, regardez, on lance un cri d'alarme, on a besoin d'employés. Donc, c'est le genre d'initiative aussi là, que la population, que je lève mon chapeau. Alors, c'était un peu la section emploi, je vous dirais, de notre débat aujourd'hui, des deux premiers thèmes. Le prochain thème que j'aimerais aborder, c'est le logement. Évidemment, qu'est-ce que le fédéral peut faire au niveau du logement? Je pense surtout au logement abordable. On a entendu parler dernièrement, par exemple, certaines personnes qui ont vu leur loyer doubler, là, carrément, dans la circonscription ici, à Bathurst, des gens qui ont vu leur loyer doubler carrément. On a reçu un avis. C'est pas facile pour ces gens-là d'avoir à absorber. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les citoyens? Serge, on pourrait peut-être commencer avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à avoir un toit sur la tête, là? Bien, écoutez, vous le savez, le gouvernement libéral, depuis le tout début, notre plan sur les logements abordables est un plan qu'on mise beaucoup dessus. Dans nos régions, malheureusement, je pense qu'on n'est pas encore habitué justement à faire affaire avec ces programmes-là. On entend souvent parler du logement abordable dans les grandes villes, Montréal, Toronto, Vancouver, mais de plus en plus, on réalise que, comme on l'a dit tantôt, au niveau de l'emploi et d'attirer d'autres gens, que si on veut en attirer d'autres, on a besoin de logements. On a des milliards de dollars sur la table. Les groupes de la région, des municipalités, par exemple, ont des projets sur la table. On se doit de s'entourer d'experts, justement, peut-être pour aller chercher justement ces fonds-là additionnels. Et moi, je vais être là pour faire en sorte d'avoir plus de logements abordables dans la région. Regardez, par exemple, à Paquetteville, on en a fait un logement abordable avec des unités, si je ne me trompe pas, c'est au-delà de 10 unités. Mais on doit en avoir plus parce qu'on n'attirera pas de nouvelles familles, on n'attirera pas de nouvelles personnes si on n'a pas des logements abordables et que les gens, justement, peuvent se permettre, comme vous l'avez dit. Alors, des milliards de dollars sur la table, il faut en profiter et je serai là pour aider les différents groupes de la région à profiter de ces programmes. Monsieur Doiron? Ben, au niveau des logements, c'est sûr et certain que quand on parle d'une flambée au niveau du prix des logements, il faut comprendre aussi que les propriétaires de ces édifices-là, un moment donné, il faut qu'ils puissent rencontrer, il faut qu'ils rejoignent là, les deux bouts. Et un moment donné, on peut comprendre qu'ils n'ont pas le choix de monter le prix. Donc, à ce moment-là, on peut revenir encore une fois, on va parler d'emploi, puis on va dire est-ce que les salaires sont raisonnables afin de pouvoir accommoder tout le monde, d'accommoder au niveau tant le propriétaire qui essaie de ne pas perdre son logement et d'être capable de payer tous les frais inhérents au maintien de son édifice.
et aussi la personne qui demeure à l'intérieur de son logement, qui soit en mesure de payer le logement, donc d'avoir un emploi avec un salaire décent. Fait que je pense que c'est une synergie au travers de tous les domaines que on va pouvoir finir par trouver des solutions. Pour la partie de débat entre vous, évidemment, la hausse des loyers, mais par exemple, dans votre plateforme au Parti libre, vous avez indiqué donner accès à ce qui est essentiel à la vie à tous les Canadiens et Canadiennes. Un exemple. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'au Canada, un logement, un toit, on est quand même un pays nordique, c'est un élément essentiel à la vie ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Non seulement un logement, mais un logement où c'est que c'est facile à chauffer, que c'est facile à éclairer. L'électricité qui, des fois, peut coûter une fortune lorsqu'on est chauffé électrique. Si on est chauffé avec le gaz, encore là, c'est toutes des choses de même. Est-ce qu'il y a moyen, justement, de trouver des solutions, d'avoir justement des subventions, des crédits qui peuvent aider les familles? Afin de pouvoir justement permettre un logement abordable et adéquat. C'est sûr qu'on n'a plus des grosses familles comme avant, mais il reste quand même que je pense que dans chaque famille, tout le monde a le droit d'avoir sa propre chambre à coucher, etc. Pour un individu, M. Cormier, qu'est-ce qu'on peut faire si on fait face à une hausse de logement comme ça? Écoutez, tantôt, ce que je voulais mentionner aussi, vous savez, on a vu des prix augmenter des loyers un peu partout au Canada et ici même au Nouveau-Brunswick. Je pense que même le gouvernement Higgs a refusé de s'émincer dans ce dossier-là, ce que je trouve un peu déplorable. Mais nous, en tant que gouvernement fédéral, on a aussi un rôle à jouer. Et on propose une charte justement des locataires pour faire en sorte que ces augmentations de loyers-là ne viennent pas nuire aux besoins primordial de justement avoir un toit sur la tête. Mais notre plan avec des logements abordables, avec des milliards de dollars, de construire des nouveaux logements, il faut en profiter dans l'Acadie Bathurst. C'est mon rôle en tant que député de faire en sorte que nos organismes, nos municipalités comprennent ces programmes-là et vont chercher les fonds qu'on a besoin justement pour construire ces logements abordables-là. Mais pour être abordable aussi, il faut avoir un prix qui le justifie d'être abordable. On a vu certains logements, selon certains, des abordables qui sont plus de presque 1500 $ par mois. Pour moi, je pense que c'est un peu élevé pour la région de Paris-Sud. Il va falloir définir clairement c'est quoi le prix d'un logement abordable pour loger ces personnes-là convenablement, mais aussi pour attirer d'autres familles dans la région. C'est ce qu'on s'engage à faire et c'est ce qu'on va faire. On va passer maintenant à l'économie. On va parler d'économie un peu. Évidemment, la pandémie a eu comme effet que les prix ont augmenté beaucoup au cours de la dernière année. Puis là, je parle de l'économie individuelle. On va parler d'économie un peu plus générale également, on peut y aller. Mais on a vu le 2 par 4 à 10 $, là, hein? C'était difficile sur les constructions, mais les salaires n'ont pas augmenté, ou presque. Et la plupart des emplois, il y a des emplois disponibles, mais c'est beaucoup des emplois au salaire minimum. Comment on peut faire pour que le pouvoir d'achat des Canadiens ne soit pas affecté via toute cette inflation-là qui se passe présentement? Je commencerai avec M. Doiron. Bien, moi, j'aurais tendance à dire qu'à chaque fois que les gouvernements en politique essaient d'apporter des solutions, comme justement le problème qu'on parle en ce moment, bien, lorsqu'on va arriver avec une solution, on finit toujours par créer un problème dans un autre département. Et je pense qu'on en voit vraiment justement qu'est-ce qui se passe en ce moment. On vient, comme ils viennent de dire, là, pour la hausse des prix du madrier là, à 10 $ le madrier, ça devient extrêmement dispendieux. Donc, à un moment donné, je pense que de regarder les choses dans son ensemble et puis de voir que le système, je pense qu'il est à refaire au complet. Et au sein du Parti libre Canada, c'est qu'on veut vraiment repenser les choses. Lorsqu'on parle de démocratie directe, bien, c'est un peu ça qu'on veut dire, de redonner le pouvoir au peuple, de façon à ce que justement tous les avenants et les aboutissants dans chaque décision, que dans le fond, il ait le moins d'impact possible au niveau négatif sur un ou sur l'autre. Merci beaucoup, M. Doiron. M. Cormier. Écoutez, la dernière année était une année sans précédent. On a vécu une pandémie mondiale. Les prix ont augmenté un peu partout dans le monde, et pas juste au Canada. Et ça, on sait que ça a eu un effet néfaste sur plusieurs familles. C'est pour ça que notre gouvernement, quand la crise a débuté, on a aidé ces familles, on a aidé ces entreprises, on a aidé toutes les personnes qu'on pouvait aider à passer le plus rapidement au travers de cette crise. On voit déjà les prix qui sont à la baisse. On voit déjà les prix de certains matériaux, comme vous le savez, qui sont à la baisse.
Est-ce que ça va baisser au même niveau qu'avant? L'avenir nous le dira, mais il faut encore une fois soutenir nos familles durant cette crise, mais il faut avoir une relance aussi après que cette crise va être finie. Et le plan qu'on propose, c'est justement de faire des investissements ciblés dans tous les secteurs de notre économie qui ont besoin d'appui présentement pour passer le plus rapidement possible à une relance économique. Si vous regardez le plan des autres partis, comme le Parti conservateur qui dit que leur plan, c'est un plan de relance économique, ce n'est pas un plan de relance économique, c'est un plan de relance de la pandémie qui disant en abolissant des mesures sanitaires, par exemple, en ne croyant pas à la vaccination. Alors, nous, le Parti libéral, on veut faire en sorte que les gens peuvent avoir les moyens nécessaires pour se loger, se nourrir, et on sera là pour eux durant cette temps difficile. Merci beaucoup, M. Cormier. On va lancer le débat à deux maintenant. Vous pouvez y aller sur l'économie. Je vais vous lancer, par exemple, sur quelles seraient les avenues économiques qui pourraient diversifier l'économie de la région d'Acadie-Bathurst. Est-ce que vous avez des idées? Bien, écoutez, depuis 2015, en tant que député, qu'on le fait dans la région. Rappelez-vous les emplois fédéraux qu'on a apportés à l'édifice Nicolas-Denis à Bathurst, par exemple, 60 emplois de plus et même des dizaines de plus qui se sont rajoutés. Au port de Belledune, par exemple, les investissements de plus de presque 50 millions qu'on a fait, l'aéroport de Bathurst, tous nos infrastructures qu'on a modernisées, c'est une façon, justement, en investissant dans nos infrastructures, de créer de l'emploi, de créer une stabilité aussi au niveau des familles de la région. Notre programme de garderie à 10 notre programme de garderie à 10 que, justement, le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick n'a même pas voulu signer encore, ça va nous permettre d'avoir des familles de plus dans la région, ça va nous permettre d'avoir des jeunes familles, des jeunes mamans, des jeunes pères qui vont pouvoir retourner sur le marché du travail. Notre économie, on l'a aussi dans notre région au niveau des pêches, comme vous le savez, qui est très important pour notre région, et toutes nos nombreuses entreprises dans notre région qui font un travail extraordinaire. Allez prendre le temps de visiter comme moi les entreprises de la région, vous verrez qu'est-ce qu'on a comme à offrir dans la circonscription d'Acadie-Bathurst, mais le gouvernement fédéral et le Parti libéral, on va être là pour les appuyer dans différents programmes, comme des garderies à 10 comme des incitatifs au niveau de nos entreprises pour engager la main-d'œuvre qu'ils ont besoin. Merci beaucoup. Monsieur Doiron, quel secteur d'économie vous pensez qu'on devrait développer? Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on devrait améliorer dans Acadie-Bathurst? Bien, moi, je pense qu'au départ, justement, il y a beaucoup de monde dans la population qui aimerait ça, pouvoir justement faire ce qu'ils aiment. Il y a un dicton qui dit que quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas. Et est-ce qu'on est vraiment en mesure de pouvoir faire réellement ce qu'on aime? Non. Le gouvernement libéral vient de le dire. Dans le fond, il cherche toujours à investir dans des grosses entreprises qui, dans le fond, on va créer de l'emploi, des emplois aussi qu'on tombe dépendant d'un employeur. Et c'est bien, ça n'en prend, il faut en avoir pour tous les goûts, mais le peuple, lui, qui veut pouvoir faire qu'est-ce que ça lui tente de faire, de pouvoir bâtir sa propre petite et moyenne entreprise, où est sa place là-dedans? Ils sont tout le temps mis de côté. Avez-vous visité les entreprises de la région? Moi, je n'ai jamais entendu parler de vous encore. On vous voit nulle part. Vous n'avez pas un affiche, vous n'avez pas un enseigne, il n'y a pas une entreprise qui m'a dit que vous les avez visitées encore. Connaissez-vous la région? Connaissez-vous la circonscription d'Acadie-Bathurst? Non, je ne connais pas toute la région. Mais comment voulez-vous, si vous ne la connaissez pas, représenter les gens d'Acadie-Bathurst au Parlement du Canada? Pour être un député à la Chambre des communes, il faut être présent dans la circonscription, il faut connaître nos entreprises. Ce que vous disiez qu'on favorise les grandes entreprises, c'est pas vrai. Je peux vous nommer des centaines d'entreprises ici depuis 2015 qu'on a aidées, qui ont engagé des gens, qui ont engagé des familles. Et ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai regardé votre plateforme, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Je n'ai même pas trouvé un chiffre qui chiffrait votre plateforme. Ça, c'est une plateforme électorale. C'est une plateforme qui est chiffrée avec des incitatifs, avec des programmes spécifiques aux familles et aux gens. Encore une fois, j'ai un très grand respect pour vous. Je vous remercie d'être ici ce soir, mais on ne peut pas juste bâtir une économie autour de certains rêves. Il faut avoir un plan concret. Nous, on a le plan concret, et moi, ça fait depuis 2015 que je suis ici dans la circonscription d'Acadie-Bathurst, et les gens ont pu voir la différence avant mon élection en 2015, soit en règne NPD, et maintenant, depuis 2015, où la circonscription d'Acadie-Bathurst est rendue maintenant, on est sur la bonne voie, et moi, je m'engage à continuer à faire en sorte que tous les investissements qu'on aura besoin pour la région, on les aura ici, avec l'aide de nos différents organismes et nos communautés. Merci beaucoup, M. Cormier. Ben, on a un débat, hein? On a un débat maintenant. Merci beaucoup. Ben oui, on est ici pour débattre. N'hésitez pas de débattre de vos idées. On est là pour ça, puis c'est correct d'avoir des opinions différentes parce que chacun a sa plateforme, puis c'est correct, c'est sain et ça fait du bien. On va parler...
Oui, Oui, oui. j'aimerais rajouter, parce que quand même, M. Cormier, c'est bien qu'il fasse un débat, mais moi, ce que j'ajouterais, effectivement, c'est vrai que je suis nouveau dans la région. Ça fait seulement 6 ans que je suis ici. Depuis 6 ans, j'ai travaillé énormément. Et comme j'ai dit dans ma présentation, en tout cas, si je me rappelle bien, donc moi, en ce moment, je suis concierge dans les écoles. Et dans le fond, je pourrais dénoncer que ce qui se passe en ce moment, l'offre du gouvernement au niveau de nos salaires est absolument médiocre et exécrable. Sans compter, dans le fond, c'est ça, là, beaucoup de monde le savent qu'en ce moment, on passe au vote pour justement refuser l'offre patronale et s'en aller en grève. Des offres qui ont été faites de 0,25 d'augmentation par 6 mois en nous coupant, dans le fond, là, les, Exemple. oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on parle quand même de. Puis je suis d'accord, là, je parle quand même d'un problème au niveau du gouvernement fédéral, mais c'est. Oui. J'aimerais juste ici apporter, on a un dernier sujet à aborder. Alors, j'aimerais parce que c'est un sujet important au niveau fédéral, les pêches. Oui. OK? Puis évidemment, dans la région ici, c'est un domaine très connu qui est très important. On a vu le prix des produits de la mer varier beaucoup. C'est d'année en année, ça fluctue. Dernièrement, les pêcheurs de harengs s'étaient plaints qu'ils recevaient 100 $ et ensuite ça a descendu à 80 pour la même quantité de poissons. Quelles sont vos solutions là, un peu là, au niveau de la pêche pour donner un peu de stabilité? Je vais débuter ici avec Serge. Écoutez, depuis 2015, je pense que notre domaine des pêches, et même avant, on a eu pas mal de soubresauts. On a eu le dossier des baleines, comme vous savez, noires dans notre région. On a eu beaucoup d'autres dossiers au niveau de la pêche, homard aussi. Écoutez, moi, j'ai été là depuis le tout début pour aider ce domaine-là, un domaine, encore une fois, qui est très, très, très important pour notre région, un domaine qui fait tourner notre économie à plein régime. Mais il faut faire en sorte que nos pêches soient là pour les générations futures. Il faut faire en sorte de protéger notre ressource le mieux possible. Il faut faire en sorte d'avoir des nouvelles façons de pêcher aussi. Rappelez-vous, au début des baleines noires, je me rappelle avec toutes les discussions qu'on a eues avec les associations de crabiers et de homards aussi, les nouvelles méthodes qu'on a mis en place avec eux. Au début, tout le monde était un peu résistant à ces nouvelles méthodes-là. On a maintenant des trappes sans bouée qui sont en train sans cordage qui sont en train de tester. On a maintenant toutes sortes de nouvelles façons technologiques de faire les pêches. Alors, il faut soutenir ce domaine-là et beaucoup, beaucoup d'argent est venu. Je vais laisser la parole parce que mon temps est terminé, mais je reviendrai. Merci, on aura la chance de débattre à deux là-dessus. Monsieur Doiron, sur les pêches. Moi aussi, ben, là, dans le fond, c'est sûr que je suis d'accord avec M. Cormier à ce niveau-là. C'est une économie qui est locale. On parle quand même que ça fait partie de la région. C'est notre culture aussi en tant qu'Acadien. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important de mettre de l'importance là-dessus. Je pense que les pêcheurs ont ici beaucoup à dire et je pense qu'ils ne se sentent pas écoutés. Donc, je pense que justement, d'aller les écouter, comme je vous dis, on est un tout nouveau parti. On a réussi, dans le fond, l'espace de 2 semaines de concevoir un parti et de se présenter aux élections, donc d'avoir une plateforme électorale là, épaisse comme M. Cormier montrait tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on est encore rendu là, mais ça se monte, puis nous autres, cette plateforme-là, dans le fond, on veut la monter avec vous le public, qui avez tant à dire. Merci beaucoup, M. Doiron. Débat à deux. J'aimerais peut-être vous lancer sur les infrastructures. Tu sais, par exemple, on entendait les pêcheurs du côté de Pointe-Verte, je crois, dernièrement, qui demandaient des investissements sur leurs ports de mer. Les ports de mer sont de juridiction fédérale. Votre opinion là-dessus? Écoutez, depuis mon élection, c'est plus de 75 millions dans nos quais qu'on a investi dans la région. Un montant jamais vu. Pointe-Verte, si on veut revenir sur Pointe-Verte, sur le sujet, rappelez-vous, en 2017, le quai de Pointe-Verte était voué à la fermeture. On voulait transférer les pêcheurs vers Petit-Rocher. J'ai arrêté ce déménagement. On a investi 1,5 milliard de dollars à Pointe-Verte. C'est un début. Et plusieurs autres ports en travers de ma circonscription ont reçu des fonds. Je ne peux pas encore une fois régler en 6 ans tous les non-investissements qu'on a eus avant mon élection en 2015 sous un règne NPD. Mais je peux vous garantir que dans les pêches, le travail a été fait. On a investi des millions au niveau des quais, au niveau de nos incitatifs, encore une fois, au niveau de faire en sorte que le problème des baleines noires soit réglé le plus rapidement possible. Et autres mesures qu'on a mises à la disposition des pêcheurs et de notre industrie en modernisant nos usines à coût de millions de dollars. Pour moi, le domaine des pêches est un domaine très important. Je suis le fils d'un pêcheur, mais je veux que ces pêches-là soient durables pour le long terme et là pour les générations futures. Un petit mot peut-être sur les infrastructures pour les pêches, pour les ports de mer, peut-être, M. Doiron? Ben,
Dans le fond, M. Cormier a lancé des chiffres que pour moi, honnêtement, ça ne me dit rien. C'est sûr et certain que si les infrastructures ont besoin justement d'être rafraîchies ou ont besoin d'être revisées afin de pouvoir permettre justement de garder en vie cette économie-là, ben c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut regarder et il n'y a même pas de questions à avoir à ce niveau-là. On est déjà rendu à la fin de notre débat. On va demander à nos candidats, s'il vous plaît, d'y aller avec leur mot de la fin. Je débuterai avec M. Doiron pour votre mot de la fin. Donc, pour finir, dans le fond, j'aimerais résumer tout simplement le Parti libre Canada. Donc, le Parti libre Canada, c'est des gens du peuple. C'est de simples citoyens comme moi, qui est un concierge dans les écoles, où c'est qu'on est tanné de subir les soubresauts de la politique. Fait qu'on veut, dans le fond, reprendre le pouvoir. Et il faut que la population soit constamment consultée. Ensuite de ça, une des lignes directrices que le parti politique a, dans le fond, a pris, c'est que Maître Gloria Blais nous a lancé un appel la semaine dernière et nous avons accepté de se rallier derrière sa position, de dire que le Parti libre Canada s'engage à exiger la suspension immédiate des injections expérimentales COVID-19 et à exiger l'urgence d'une enquête nationale, indépendante et publique sur la gestion de la pandémie. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est important. On n'en a pas parlé beaucoup de la pandémie, mais je pense que c'est quelque chose qui touche énormément le cœur de tous les citoyens du Canada au complet. On n'est plus capable d'avoir une carotte au bout de notre bâton, qu'à chaque fois qu'on avance, la carotte, elle avance avec nous. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça change. Donc, je crois qu'on est rendu justement, le peuple demande une enquête, donc le Parti libre Canada s'engage à fournir une enquête indépendante. Merci beaucoup, M. Doiron. M. Cormier, avec votre mot de la fin. Merci beaucoup. Chers électeurs et électrices d'Acadie Bathurst, merci énormément. Merci énormément pour tout l'appui que vous m'avez donné depuis 2015 en étant votre représentant fédéral. Ça a été un honneur, un privilège pour moi de vous représenter et j'espère pouvoir encore le faire pour encore plusieurs années. Vous savez, on a passé, comme je l'ai dit au début, une année difficile, une année avec une pandémie qui a eu un effet difficile sur nos familles, sur nos amis. Mais le gouvernement libéral, notre gouvernement, a été là depuis le tout début pour vous, avec des programmes, comme je l'ai dit, au niveau des familles, des aînés, de nos entreprises, et on va continuer à être là pour vous tant aussi longtemps que cette crise n'est pas terminée, et pour la relance économique aussi. Ma région, moi, je l'ai tatouée dessus de mon cœur. Je vis de cette région depuis de nombreuses années et j'aimerais ça pouvoir encore continuer à rebâtir la circonscription d'Acadie Bathurst avec vous, comme on le fait depuis 2015. Les nombreux projets qu'on a fait ensemble, j'en suis très fier. Il en reste encore beaucoup à faire. Je ne peux pas faire ça sans votre aide. J'ai besoin de votre appui, j'ai besoin de vos idées. Vos priorités seront les miennes, comme toujours. Et ensemble, je pense qu'on peut avancer plus loin. Vous le savez, depuis 2015, on a investi des montants records dans la circonscription, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. La circonscription d'Acadie Bathurst, avec moi comme votre député, va recevoir toute l'attention qu'elle mérite. Je vous dis bien toute l'attention qu'elle mérite. Je vous remercie énormément. J'aimerais dire un merci à ma famille, à ma conjointe Isabelle, mes enfants Chloé et Ariane et aussi mon beau-fils Léo pour leur appui inconditionnel et je vous demande humblement votre appui pour l'élection du 20 septembre. Merci beaucoup. Encore une fois, un privilège et un honneur de travailler pour vous et de vous servir. Sur ce, merci beaucoup, M. Cormier. Merci beaucoup, M. Doiron. J'apprécie vraiment que vous vous êtes présenté à ce débat ici. Je dis toujours, lorsque j'enseigne, lorsqu'on veut être un député et qu'on veut aller se battre avec 337 collègues à Ottawa, c'est important de participer au processus électoral de façon locale et d'être présent dans les débats locaux. J'aimerais bien que la prochaine fois, on ait la chance d'avoir plus de candidats qui viennent à notre débat, parce que je crois que ça fait partie de cette discussion-là qu'on peut avoir ensemble, et ça a très bien été. Et merci beaucoup, messieurs, de vous être présentés à cet exercice démocratique. Merci beaucoup. Sur ce, je dis merci aux auditeurs qui ont été avec nous ce soir. On va écouter un petit segment avec Jean-Guy Landry sur comment voter pour cette élection fédérale. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, si vous êtes en âge de voter, vous pouvez vous prévaloir de ce droit de vote. Alors, qui a le droit de voter justement dans la circonscription d'Acadie-Bathurst et dans tout le Canada, parce qu'il s'agit bien évidemment d'une élection fédérale? Alors, pour voter à cette élection, vous devez premièrement être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection et également prouver votre identité et votre adresse. Vous pouvez d'ailleurs emmener au bureau de scrutin quelques preuves qui indiquent que vous êtes un citoyen canadien et votre identité. Donc, vous avez probablement reçu dans les derniers jours, si vous avez été vérifier votre courrier, votre carte d'information de l'électeur. Alors, c'est une carte rectangulaire avec plein d'informations très utiles dessus. Alors, l'élection fédérale, évidemment, le lundi 20 septembre 2021. Alors, les informations qui sont sur votre carte. Alors, votre nom également, votre adresse, où est-ce que vous pouvez aller voter. Donc, vous voyez l'exemple à l'écran de la carte d'information de l'électeur. Évidemment, le jour de l'élection, on va indiquer, donc évidemment, c'est un exemple que vous voyez à l'écran. Alors, exemple, si vous êtes un citoyen de Bertrand, on va vous inciter à aller voter au centre municipal de l'endroit. Vous pouvez le faire entre 8h30 le matin à 20h30 en soirée. Alors, votre carte d'Élections Canada va vous indiquer donc où aller voter le jour de l'élection, mais également par anticipation, qui sont du 10 au 13 septembre. Vous avez d'autres façons de voter. Vous pouvez le faire par la poste également. Pandémie oblige. Et si vous voulez voter avec un peu plus de sécurité et de sûreté de votre part. Alors, toutes ces informations sont disponibles sur votre carte d'information de l'électeur. Que faire si vous n'avez pas reçu votre carte d'information de l'électeur, si elle contient des erreurs? Vous avez peut-être déménagé au courant des derniers mois, l'information n'est peut-être pas à jour. Alors, vous pouvez utiliser le service d'inscription des électeurs. L'adresse est EREG, donc ereg.election avec un s.ca. Et le numéro de téléphone sans frais à composer, qui est le 1-800-463-6868, le 1-800-463-6868. Si vous choisissez de voter le jour de l'élection, donc le 20 septembre, vous votez à votre bureau de vote le lundi 20 septembre, comme nous venons de le dire. Les bureaux de vote seront ouverts pendant 12 heures. C'est heure locale, donc ça varie d'une province à l'autre. Nous, ici au Nouveau-Brunswick, c'est de 8h30 à 20h30. Pour trouver votre bureau de vote, vous consultez votre carte d'information de l'électeur ou encore vous pouvez utiliser le service d'information à l'électeur. Par contre, si vous ne voulez pas voter le jour de l'élection, mais vous prévaloir de votre droit de vote par anticipation, vous pouvez le faire le vendredi 10 septembre, le samedi 11 septembre, le lendemain, dimanche 12 septembre et le lundi 13 septembre. Vous votez à votre bureau de vote de 9h à 21h et l'endroit peut être différent de celui où vous allez voter le jour du vote. Alors, regardez bien votre petite carte de l'électeur. L'information s'y trouve bien en évidence. Pour trouver votre bureau de vote par anticipation, vous consultez votre carte d'information de l'électeur ou encore, comme nous le disions tantôt, vous utilisez le service d'information à l'électeur. Voter par la poste, c'est possible pour cette élection fédérale. Vous devez en faire la demande en ligne ou à n'importe quel bureau d'Élections Canada partout au pays. Mais il faut faire vite quand même. Vous devez faire votre demande avant le mardi 14 septembre, 18h, évidemment, pour respecter les délais de la poste. Et si vous faites une demande pour voter par bulletin spécial, vous ne pouvez pas changer d'idée et voter par anticipation ou le jour de l'élection. Vous pouvez donc voter à n'importe quel bureau d'Élections Canada, partout au pays. D'ailleurs, petite statistique fort intéressante, il y a plus de 500 bureaux d'Élections Canada qui sont ouverts partout. Donc, vous votez à n'importe quel bureau avant le mardi 14 septembre
18 h. Vous voterez selon le processus de vote par bulletin spécial et les bureaux sont ouverts 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, le samedi de 9 h à 18 h et le dimanche de midi à 16 h. Alors, nous vous invitons évidemment en grand nombre à vous prévaloir de votre droit de vote pour cette élection fédérale 2021. En raison de la durée de l'émission qui se termine, nous reprenons maintenant notre programmation régulière déjà en cours.